Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec pour partenaire média e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Le e-commerce va-t-il devenir aussi dépendant des GAFA que le monde publicitaire ? Google, Facebook et Amazon sont les principaux canaux d'acquisition sur le digital en termes d'audience dans le monde publicitaire, mais également en termes d'acquisition client dans le domaine du e-commerce. Néanmoins, les acteurs du e-commerce ne sont-ils pas déjà tombés dans la marmite de l'addiction aux GAFA, négligeant peut-être d'autres sources de génération des ventes tout aussi efficaces, voire plus rentables ? Parmi les autres questions, peut-on exister en tant qu'e-commerçant sans passer par les plateformes publicitaires des GAFA ? Si oui, quelles sont les alternatives ? Autre question, quels sont les principaux KPI pour lesquels les GAFA paraissent pour certains incontournables ? Enfin, comment imaginer l'évolution des relations entre le e-commerce et les GAFA ? Pour en discuter, Laurence Taylor de Retail for Brands, Erwan Leozik de iProspect, Sandrine Decor de Jibe Family, Vadim Wichmann de Groupe M. Bonjour à tous, bienvenue sur ce second numéro de The E-Commerce Society. Un second numéro qui portera cette fois-ci sur les GAFA et notamment une question principale qui sera illustrée par vos réponses à différentes questions intermédiaires. La question principale est la suivante, le e-commerce va-t-il devenir aussi dépendant des GAFA que le monde publicitaire ? Et pour commencer, Sandrine, je te demande de répondre à cette première question et ensuite à vous, messieurs. Peut-on exister en tant que-e-commerçant sans passer par les plateformes publicitaires des GAFA ? Et si on peut s'en passer, quelles seraient les alternatives ? Sandrine. Alors, je pense qu'il y a quelques très beaux exemples qui ont pu évoluer, qui ont démarré la vente en ligne il y a une quinzaine d'années en se passant d'une présence forte auprès des GAFA, que sont notamment Whippy, qui est l'ex-vente privée, qui sont partis sur des modèles de parrainage. Et aujourd'hui, on se rend compte que le e-commerce et la vente en ligne ne peut se passer des principales plateformes d'audience et des parcours d'audience importants que sont les GAFA. Donc c'est quasiment impensable d'être e-marchand, e-commerçant et de se dire je m'absente de Google, que ce soit en référencement naturel, mais qui est aussi très coûteux parce qu'il faut optimiser son référencement naturel et c'est du temps, et de l'argent et des agences et des compétences, ou en paid media sur Facebook ou sur Google. Moi, ça me paraît carrément impossible en fait. Merci Sandrine. Laurence, ton avis ? J'aime bien la notion de lancement qu'a évoquée Sandrine, parce que si on prend les derniers lancements qui ont eu du succès sur de l'e-commerce, on réfléchit à Vinted, c'est d'abord appuyé sur une communauté, et ensuite à exploser grâce à la publicité. Donc la publicité est toujours un accélérateur. Si on prend Cézanne, ils ont commencé parce qu'ils proposaient une expérience qui était différenciante. Et ensuite vient la publicité et vient l'accélération des GAFA. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est obligé de vivre en symbiose dans ces écosystèmes, que ce soit Google, parce qu'on a besoin du référencement, que ce soit Facebook, pour engager avec ses audiences, voire Amazon, pour avoir un nouveau canal de distribution qui soit différencié et qui ne soit pas uniquement présent en plateforme propre. Merci Laurence. Vadim, ton avis sur le fait qu'un e-commerçant peut, ou pas, se passer des plateformes publicitaires des GAFA ? Ouais, alors je vais faire un petit peu le Suisse aussi dans ma réponse et je vais te répondre tout dépend. Effectivement, on a aujourd'hui des GAFA qui sont très forts, de par effectivement une accessibilité. Aujourd'hui, tout le monde a accès à Google, à Facebook, avec une carte bancaire et un compte Facebook. On peut faire des campagnes effectivement aujourd'hui de façon très agile, très simple, sans forcément investir de gros budgets. C'est aussi en termes d'usage, parce qu'aujourd'hui évidemment les usages sont faits par les GAFA, faut quand même remettre les choses dans le contexte là-dessus. Donc c'est vrai que c'est compliqué de séparer des GAFA. Amazon, notamment quand on se parle e-commerce et GAFA, on pense Amazon, parce que c'est le seul GAFA en tout cas aujourd'hui qui est vraiment costaud là-dessus. Amazon, d'ailleurs, c'est quand même 33 millions de visiteurs mensuels en France. C'est 21 millions de Français qui commandent sur Amazon. C'est plus de 6 milliards de chiffre d'affaires réalisés par Amazon en France. Donc ils ont une data transactionnelle qui est juste astronomique. Ils sont leaders français.
Et en fait, pour répondre à ta question, tout va dépendre de la typologie de business des e-commerçants donc sur Internet. Il y a effectivement les marques distribuées, et ça effectivement on y pense peu ou pas souvent, mais effectivement donc eux ne sont pas dépendants aux GAFA, mais vont être dépendants de leurs distributeurs, de leur réseau de distribution. Donc on prend l'exemple de la GSA qui est assez parlante, mais la GSA aujourd'hui, les acteurs food donc qui sont distribués à travers les retailers traditionnels de la GSA, ils ne sont pas dépendants aux plateformes, ils sont dépendants à leurs retailers. Donc aujourd'hui on parle de Leclerc Drive, Carrefour Drive, Auchan Drive, etc. Tous les drives. Bon, pour ceux qui ne savent pas, GSA, tu me dis, c'est grande surface alimentaire. Tout à fait. Ouais. C'est, voilà. Donc l'e-commerce alimentaire est porté par ça. Ensuite on a les retailers, qui eux effectivement sont dépendants des GAFA, parce qu'aujourd'hui il faut émerger dans le search, il faut être présent quand les gens font des recherches sur Google, il faut être présent sur les communautés sociales, il faut les animer, etc. Donc ça effectivement ils sont assez dépendants parce qu'ils vendent à travers leur propre plateforme e-commerce. Et pour finir, il y a quand même une typologie quand même de business auquel pareil on n'y pense pas forcément, c'est les marques hybrides. Donc c'est à la fois ceux qui sont distribués et à la fois distributeurs. Je pense justement à Adidas, parce qu'on en parlait avant. Adidas, ils ont leur propre site e-commerce, donc là ils sont dépendants GAFA sur l'acquisition, etc. Mais ils sont également tributaires d'un réseau de distribution avec des courriers, des Intersport, etc. Amazon en fait partie également. Et là pour eux l'enjeu c'est d'émerger au sein de ces plateformes. Donc en fait pour répondre à ta question et pour finir là-dessus, tout dépend en fait de la typologie de business aujourd'hui sur des e-commerçants pour parler de dépendance au GAFA ou non, quoi. Et de la stratégie de marque. Merci Vadim. En fait. Sandrine. Et de la stratégie de marque, en fait, mais on ne peut pas se passer d'une présence forte sur le digital. Aucune marque, que ce soit une marque de distribution ou une marque produit. Et aujourd'hui, en fait, une présence digitale passe par les GAFA et on est complètement pieds et poings liés par les GAFA chez les annonceurs. Au moins c'est clair. Erwan, est-ce que tu confirmes? 100% d'accord avec juste ce qui vient d'être dit là, à l'instant. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, aucune marque ne peut réussir, plus que se lancer, mais ne peut réussir sans passer par la case GAFA. C'est juste impossible, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils sont omniprésents et justement hyper performants. Ça aussi, on oublie de le dire, mais ils sont aussi hyper performants. Bien sûr. Et dans tous les exemples qui ont été cités, que ce soit Adidas, que ce soit même la GSA, à un moment donné, on est dépendant d'un retailer. Ce retailer, il est lui-même dépendant des GAFA parce que sa propre visibilité, il va aller la chercher auprès des GAFA. Donc de toute manière, quoi qu'on vende, qu'on soit un producteur ou qu'on soit vendeur ou qu'on soit hybride, à un moment ou à un autre, on a une relation avec les GAFA. Et si on veut réussir dans cet écosystème digital, on n'a malheureusement pas le choix. Il faut comprendre les règles de ces GAFA pour s'en sortir le mieux possible. Par contre, ce qui est intéressant, je pense, c'est justement de travailler à comment contrôler cette dépendance et ne pas justement trop en donner. Et dans la stratégie de marque dont tu parlais, je pense que c'est ça aujourd'hui qui doit être questionné et qu'on voit de toute manière questionné par des grosses annonces de Nike qui veut sortir d'Amazon, ce genre de choses, pour juste remontrer que certaines marques essayent d'avoir le contrôle de leur distribution ou de leur propre commerce. Mais c'est un peu illusoire. Tout ça reste illusoire. Oui, parce que Merci Erwan. sur Nike, par exemple, Lorenz. ils disent qu'ils sortent d'Amazon, mais que eux, en tant qu'acheteurs, en tant que vendeurs, ils sont sortis d'Amazon. Mais leurs produits continuent à être distribués sur Amazon. Bien sûr. Parce qu'ils ne maîtrisent pas 100% leur distribution. Leur enjeu, c'est de maîtriser leur distribution. La réalité, c'est que quand on regarde ensuite le compte de résultats d'Amazon, Nike qui annonce qu'il sort d'Amazon, c'est marginal. Je pense que c'est même pas évoqué. Et inversement, pour Nike, c'est aussi complètement marginal. Tout à fait. D'où l'effet d'annonce. Exactement. Donc c'est purement un effet d'annonce. Et je pense que quand on dit... Il n'y a pas le même niveau de dépendance en fonction des différents e-commerçants qu'on peut être. Merci, parce que tu me permets de faire la transition avec la seconde question qui est la suivante. Petit versus grand e-commerçant, existe-t-il une équité dans la manière dont ils sont traités dans le monde publicitaire GAFA? Sandrine. Alors, je pense qu'il y a vraiment une inéquité complète qui est liée en fait au volume et à la valeur d'achat. Et les plus grands acheteurs auprès des GAFA ont des négociations mondiales, alors que le petit e-commerçant du coin qui booste sa géolocalisation sur Google, il est lui directement dans le back-office de Google à essayer de toucher le plus de gens autour de lui. Donc on est dans un monde complètement bipolaire où quand on est un très gros acheteur média, on peut avoir avec son agence, ce qui est assez opaque par moment pour les annonceurs, des négociations avec les Google et les Facebook. Donc ça c'est des sujets très intéressants pour les annonceurs de savoir comment se fait en fait, comment se jouent les négociations au niveau mondial entre les GAFA, les agences qui achètent et les annonceurs.
Eh bien, place aux agences, justement. Alors, Erwan, ouais. tu veux intervenir. Juste sur ce point-là, je pense que justement, pour moi, j'ai l'avis complètement contraire, ce qui est assez logique. Mais pourquoi est-ce que j'ai cet avis complètement contraire? C'est que justement, la seule égalité qu'il y a dans les GAFA, c'est celle-là, c'est celle de l'achat. Pourquoi? Parce que la plupart de ce qu'on achète par les GAFA passe par des algorithmes, et que l'algorithme, il fonctionne exactement pareil que vous soyez un commerçant ou que vous soyez une société du CAC 40. Et justement, il n'y a plus de négociation directement par les agences du CPM, du CPA, du CPC, de tout ce que vous achetez directement sur les plateformes et de la façon dont on l'achète. Et justement, ce qui est magnifique quand on compare à des business type la télé, la presse, qui sont des systèmes qui sont pour les personnes qui les vendent déflationnistes, c'est-à-dire que chaque année, nous, agences, par la pression qu'on a justement avec nos annonceurs, on fait baisser ces tarifs de vente. Sur Google, sur Facebook, sur Amazon, ça n'est pas la même chose parce que c'est un algorithme qui le fait. Donc c'est nous qui prenons de la décision de l'acheter plus cher ou de l'acheter moins cher. Mais il n'y a pas une négociation qui se passe directement avec la plateforme. Donc on pourrait parler d'équité algorithmique. Ça, c'est équitable d'un point de vue technique. Après, dans le traitement, bien évidemment, il y a une inéquité en fonction de combien j'investis sur Google, sur Amazon, en fonction de ce que je peux avoir. Donc ce qu'on appelle des GBP ou des Joint Business Plans qui permettent justement d'avoir à la fin des remises, d'avoir des équipes techniques à disposition, d'avoir des équipes qui peuvent même être in-house, des outils qui sont développés par les GAFA par exemple. Donc en ça, il y a une inéquité très claire et très évidente. Et en plus, l'algorithme est fait, plus vous dépensez, plus vous avez une surface d'optimisation qui est grande. Et donc, plus vous obtenez quelque chose, puisque l'historique est très important dans les algorithmes. Donc, plus vous dépensez, plus vous obtenez quelque chose à la fin par l'algorithme. Donc là aussi, c'est inégal. Mais Day One, c'est parfaitement égalitaire. Merci Erwan. Inversement, Laurence. plus tu es pertinent, meilleures seront tes enchères et meilleur sera ton ROI. Et ce qu'a fait Google dernièrement, c'est donner beaucoup de place à la géolocalisation pour justement être le plus pertinent possible pour l'utilisateur final. Et un des gros investissements que Google a fait dernièrement, sans être trop centré sur Google, c'est de donner justement à tout petits e-commerçants accès directement à leur plateforme avec Google Shopping Action par exemple, avec acheter avec Google. Donc la vraie ambition pour Google, c'est pas de contrer un Amazon, ce qu'on a pu souvent lire, c'est plutôt d'offrir une opportunité transactionnelle avec des commerçants qui deviennent des e-commerçants sans couture, seamless pour utiliser un terme anglais. Et là où je vais être un petit peu entre les deux, je pense que, enfin, ou plutôt être d'accord avec Erwan, je pense que le gros différentiel, il est sur le service, entre le gros et le petit, pas forcément sur la négociation, que la vraie injustice, elle est sur de la télé, où les gros vont avoir des prix 2 ou 3 fois meilleurs que des petits. Et sur lequel il y a un vrai ticket d'entrée. Si vous allez voir TF1 et que vous avez moins de 500 000 euros, vous êtes à peine reçu. Google, vous êtes reçu avec votre carte de crédit et un crédit de 25 euros pour commencer votre première campagne. Au moins, ça le mérite d'être clair. Merci, merci Laurence. Vadim, on t'a pas entendu sur cette question équité, petit, grand commerçant. Ouais, tout à fait. Au contraire, moi je trouve que c'est comme, enfin, faut remettre les choses dans le contexte global. C'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, si on voulait se démarquer qu'on était un petit commerçant, qu'on était un commerçant d'ailleurs, même si on parle avant Internet, la boutique de Madame Michu dans n'importe quelle ville, avant d'atteindre la taille d'un Décathlon, je pense que c'était presque injouable. Aujourd'hui, avec le digital, avec les GAFA, parce que si on se parle programmatique, en dehors des GAFA, c'est pareil, c'est inaccessible pour des petits commerçants qui n'y connaissent rien, qui ont des surcouches de coûts justement, et on parlait de transparence, qui sont plus ou moins transparents à des degrés différents, mais voilà, c'est un autre débat. Avec les GAFA, ils ont l'opportunité, avec juste une carte bancaire à 200 euros, d'émerger, de générer des ventes qui vont générer de la marge, qui vont régénérer des investissements, etc. etc. Évidemment, il y a toujours le constat du gros qui mange le petit, mais ça, c'est une évidence dans le commerce. Aujourd'hui, justement, je trouve que la différence est légère entre un gros qui, bon, certes, a les moyens d'investir. L'avantage, outre le volume de budget par rapport à un petit, je trouve qu'il n'est pas si grand que ça. En plus de ça, si on recadre un petit peu sur la partie e-commerce, en France, on a quand même on est assez gaulois par rapport à nos voisins, et on en parlait auparavant. Aux États-Unis, Amazon est plus que leader. Alors, au dernier chiffre, moi j'ai plus de 40%, mais je pense que c'est même encore plus que ça en termes de part de marché. En Allemagne, au UK, c'est aussi, ils sont leaders plus. En France, ils sont leaders qu'avec 20% de part de marché. Ce qui veut dire que ça laisse quand même un petit peu de place pour les autres. Alors, ils restent leaders, hein, mais après, ils proposent aussi un service qui est quand même intéressant pour les utilisateurs.
Mais on a des fleurons français, on a Cdiscount, on a VP, comme tu l'as cité, etc., avec 11 et 8% de part de marché respectivement. Donc on a quand même un marché un peu plus ouvert sur la partie e-commerce. Et donc justement, les petits e-commerçants peuvent profiter des plateformes, notamment Amazon, etc. Quand on est, alors je vais prendre le pli de la marque distribuée assez souvent, mais quand on est une marque distribuée, voire même un vendeur de produits divers et variés, aujourd'hui je peux me mettre sur Amazon, je peux émerger avec des campagnes search display qui sont abordables, accessibles, faire des activations tactiques et pouvoir émerger. En plus, effectivement, il y a des grandes marques qui sortent d'Amazon, donc c'est une opportunité pour les plus petites de préempter ces canaux-là. Après, il faut pouvoir émerger. Amazon, c'est 2 millions de vendeurs, c'est 200 millions de produits, c'est un catalogue produit qui est sans fin, et donc effectivement, et là où ils sont malins, c'est qu'effectivement, il faut émerger dessus. Merci Vadim pour ces précisions. Justement, puisqu'on parle d'équité et de possibilités pour les petits d'émerger, quels sont les principaux KPI pour lesquels les GAFA paraissent incontournables, et si j'ai bien compris, incontournables pour tout le monde? Sandrine, ton avis? Moi, je penserais d'abord au coût d'acquisition client, en fait. Ils sont incontournables. Ils donnent une facilité d'accès aux chiffres assez simplement, qu'on soit petit, gros, qu'on ait des petites équipes e-commerce, CRM, data analyst ou des très grosses. C'est assez lisible et transparent. Donc, c'est vraiment... Oui, c'est cette forme de transparence dans les KPI de base, coût d'acquisition d'un client, coût par vente, qui sont les KPI phares. Merci Sandrine. Laurence, ton avis? Au-delà des coûts d'acquisition, ce qui commence à être intéressant aussi à aller voir, c'est le coût des nouveaux clients. C'est une métrique que propose de plus en plus Google, qui est au cœur d'Amazon. Quand vous vendez par exemple des capsules pour café, finalement votre coût d'acquisition ou votre ROI sur les capsules de café, il n'est pas très important. Ce qui est vraiment important, c'est de passer de Nespresso à la capsule Nespresso compatible. Et ça, c'est hyper important. Et donc le nouveau client est hyper important. Et ensuite, le troisième, sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se battre, c'est le drive to store. Parce qu'on n'est pas que sur les 80... On est aussi sur les 85% du commerce traditionnel. Et c'est un vrai point de positionnement parce qu'on est sur des plateformes qui sont agiles, qui sont faciles à utiliser, avec une longue tail qui représente pour Amazon, pour Google et pour Facebook en particulier, plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Et c'est aller chercher ce commerce en plus. Et donc le drive to store va être hyper important dans les mois et les années à venir. Merci Laurence pour ces précisions. Vadim, oui, alors sur les principaux KPI qui font que les GAFA paraissent, pour certains, mais j'ai bien compris autour de cette table pour tout le monde, incontournables. Alors ce volet e-commerce, notamment les activations médias via de la data transactionnelle, etc., apporte donc de nouveaux KPIs. C'est la jonction surtout de deux mondes. C'est le monde trade, historiquement, donc qui étaient les commerciaux côté client, et le côté marketing, qui étaient deux mondes qui ne se parlaient pas ou peu, qui aujourd'hui sont un peu plus obligés de communiquer, voire même qui créent des entités e-commerce qui sont assez récentes et qui... du coup, doivent amener la convergence des discours en termes de KPIs. Quand un trade parlait DN, DV, quand le marketing parlait CPM, CPC, CTR, l'e-commerce, il va parler ROAS, il va parler ACOS, il va parler tous les indicateurs. Tu peux nous dire ROAS, je sais, ACOS, je ne connais pas. ACOS, c'est Amazon Cost of Sales, c'est l'indicateur quand on parce que j'apprends plein de trucs. redis. C'est Amazon Cost of Sales. C'est effectivement l'indicateur quand on fait du search sur Amazon qui permet justement de voir la performance et la pertinence de ces campagnes-là. Merci Vadim. C'est l'inverse Laurence. de ROAS, en fait. Voilà. D'accord. C'est 1 sur ROAS. Ce qui correspond dans le monde physique Merci, Laurence. exclusivement, en fait, au coût de distribution, en quelque sorte, au coût de push marketing et de distribution, en fait. Oui, On n'a pas de coût d'emplacement. C'est la marge marketing. En C'est fait. la marge marketing, en fait. Merci pour ces précisions, j'allais dire didactiques, ou en tout cas autour des définitions. C'est très important pour les gens qui nous regardent, mais pour moi aussi. Ma crédibilité est en jeu quand même. Erwan, ton avis justement sur les principaux KPI pour lesquels les GAFA, tu nous l'as dit haut et fort, sont incontournables? Oui, incontournable parce que justement sur l'intégralité des KPI, ils sont très bons. Sur la partie effectivement performance, je pense qu'il n'y a pas de débat. Sur la partie coût d'acquisition, qu'il soit ROAS, qu'il soit ROI, qu'il soit juste coût d'acquisition, de toute manière, il y a très peu de concurrence directe sur le sujet, ou en tout cas pas avec le même volume. Ce qui est aussi important à noter, c'est qu'on a à la fois de la performance en termes de volume d'acquisition et en termes de qualité finalement d'acquisition.
Ils s'améliorent de plus en plus sur la partie branding. Ils lancent de toute manière de plus en plus. Voilà, Google a du YouTube depuis longtemps. Facebook lance du Facebook Watch aussi derrière. Moi, je suis complètement d'accord avec Laurent sur la partie justement géolocalisation, Drive to Store, qu'on oublie souvent et sur lequel ils sont très forts aussi. La petite nuance que je mettrais moi là-dessus, c'est qui les mesure. On en revient assez régulièrement là-dessus. Ouais. Malheureusement, puisque c'est des écosystèmes qui sont souvent fermés, et donc dans leurs propres mesures, ils sont extrêmement bons. Et on a pu voir par le passé qu'il y a eu quand même quelques indicateurs qui ont été faussés. Facebook s'est fait prendre la main dans le sac plusieurs fois, et je n'étais pas le seul, et ça ne sera certainement pas le seul. Et donc souvent, et je pense qu'on le réclame tous autour de la table, c'est justement de pouvoir avoir une mesure qui soit, elle, holistique, qui soit faite par des tiers, et qui nous permettent réellement de mesurer la performance de ces GAFA à l'aune d'une concurrence saine d'un point de vue mesure. Quand on parle de la partie retail, là c'est pour moi le feu d'artifice, puisque chaque retailer a sa propre façon de mesurer, a son propre KPI, et même si on a un KPI qui peut avoir le même nom, statistiquement derrière, ce n'est pas la même façon de le mesurer, de le collecter. Il faudra monter une sorte de CESP du retail média. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc c'est rigolo parce que Centre d'études des supports publicitaires, voilà, pour ceux qui le groupe Dentsu et le groupe WPP sont engagés dessus avec notamment par la MMA, et c'est exactement ça ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de pouvoir aller mesurer avec le CSP justement des KPI. Je ne le savais pas, très bien. Tu vois, c'est comme quoi, et en plus on t'annonce des grandes nouvelles. Voilà. c'est parfait, venez quand vous voulez. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Erwan, il y a aussi des entités dans les agences médias qui ont bien compris cet enjeu-là, pour ne pas les citer, des prospects, des groupes M, qui créent des entités commerce pour accompagner justement le discours là-dessus. N'empêche qu'effectivement, c'est important d'avoir des personnes face à ces entités e-commerce côté client qui puissent leur amener de la transparence, notamment sur les ROS. Tout le monde les calcule de manière complètement différente. Donc quand on a un plan avec 6 acteurs, pour ne pas les citer, Criteo, Retailink, Amazon, etc., et ben du coup, quand on a des ROS qui divergent parce qu'ils prennent des attributions post-view, post-click qui n'ont rien à voir, de la donnée offline, online, etc., bref, tout le monde s'y perd. Du coup, on a un ROS qui ne veut plus rien dire. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour apporter cette transparence de discours. Je serais ravi de vous accueillir à nouveau pour que vous puissiez nous expliquer les tenants et aboutissants de cette nouvelle mesure. Avec plaisir, Michel. Oui, c'est vrai que côté annonceur, c'est assez complexe de comprendre les niveaux d'attribution et d'établir son propre algorithme d'attribution. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des solutions de mesures complémentaires à implémenter quand on veut sortir de la dépendance des KPI de Google et de Facebook simplement. Et c'est vrai que d'avoir une bonne agence à ses côtés pour se faire accompagner sur ces fameux modèles d'attribution, c'est clé. J'en arrive à la dernière question et là, vraiment, j'ai besoin de sujet, verbe, complément pour y répondre. Non, ce ne serait peut-être pas assez sujet, verbe, complément, mais quand même, puisque je vais vous demander d'imaginer des choses. Donc, mais très succinctement, comment imaginez-vous l'évolution des relations entre le e-commerce et les GAFA ? Sandrine. Alors, moi, je trouve qu'on est arrivé à une maturité de l'acte transactionnel sur Internet qui fait qu'on est en Occident complètement dépendant des GAFA, ce qui est très dangereux. On voit sur 10 ans les coûts d'acquisition monocanal, donc sur Facebook, qui ont fait du x10 par moment. Alors on peut se dire c'est parce qu'on est moins bon, nos équipes d'acquisition sont moins bonnes, on a changé d'agence 3 fois pour essayer d'optimiser la génération de trafic, les coûts d'acquisition. Mais il y a quand même un gros problème et l'idée c'est de se dire à partir de quand on décide vraiment d'internaliser la gestion de ses clients pour pouvoir les retoucher en direct, donc avec du déploiement CRM, mais aussi avec du remarketing, où là on est obligé de repasser par les GAFA. Donc là, on est quand même dans des problématiques de fidélisation de l'audience, de développement de stratégies de contenu propriétaires dans ces canaux de communication directe, qui sont coûteuses, mais qui permettent de minimiser la dépendance dans l'univers digital aux GAFA. Merci Sandrine pour cette opinion. Laurence, ton avis sur l'évolution des relations entre le e-commerce et les GAFA ? Elle va continuer à être de plus en plus symbiotique et de plus en plus interconnectée. Amazon est le premier annonceur ou un des premiers annonceurs sur Google. Les plus gros e-commerçants sont aussi distribués via Amazon. Et Google vend ses produits aussi sur Amazon. Donc le tout est hyper connecté et ça le sera encore plus. Et je pense que ce sera le vrai futur, c'est pas t'enlèveras le i de e-commerce. C'est-à-dire qu'il y aura ce besoin de symbiose entre le commerce traditionnel, les GAFA,
mais on n'est pas loin d'être disrupté aussi par, et Sandrine parlait de l'Occident, on va parler de l'Orient aussi, où le moyen de paiement numéro 1 aux Galeries Lafayette ou au Printemps, c'est les moyens de paiement de WeChat. Exact. Merci Laurence. Vadim. Parce que tu regardais Erwan, ouais. Je n'étais pas prêt là. Pour rebondir sur ce que tu dis, Laurence, effectivement, tu as Alibaba qui arrive aussi quand même en force en termes de GAFA double A, qui arrive aussi fortement en Europe. En Espagne, c'est 3 points de vente physiques. Et ils ont leurs centres logistiques qui sont installés en Belgique. Qui dit centre logistique, sachant que c'est le nerf de la guerre, on n'a pas de doute sur le déploiement actuel. Facebook arrive sur une plateforme marchande directe qui est Instagram Checkout. Donc là, ils le testent à l'étranger, mais ça arrive en France. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les commerçants et surtout les marques de luxe qui étaient un peu laissées pour compte pour le moment, aujourd'hui vont pouvoir vendre directement au sein d'Instagram dans tout le funnel. Pareil sur Google avec Shopping Action. On a des petits avis qui divergent sur la question, mais en tout cas, ils se positionnent en tant que marketplace aujourd'hui aussi. Effectivement, tout est interconnecté. Et en fait, l'enjeu demain pour des e-marchands, ça va être de jongler habilement entre toutes ces plateformes. Et ça, pour le coup, je remets une petite couche dessus, mais c'est important d'être conseillé, alors effectivement par des consultants là-dessus qui vont les aider dans leur transformation commerce. Donc effectivement, on a des entités, donc Groupe M-Commerce notamment chez nous, pour les aider à jongler justement entre ces différentes plateformes. Parce que l'enjeu demain, effectivement, c'est que les audiences et la distribution, elle va être complètement splittée. Et pour finir, effectivement, il y a quand même des nouveaux entrants qui sont, et on en parlait précédemment, c'est les DNVB, donc les Digital Native Vertical Brand. Il y aura une émission sur le sujet bientôt. Ça va être intéressant, parce qu'effectivement, donc j'en dis pas trop, mais Digital Native, donc effectivement, ils sont Digital First, voire Only, en tout cas au début, ils sont First. Ils maîtrisent la data, ils maîtrisent les coûts DAC, ils maîtrisent leur chaîne logistique et de production, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaires, donc c'est-à-dire qu'on a des produits de qualité pour des prix qui sont complètement abordables. Et donc on peut parler évidemment donc, de Cézanne, on peut parler de Jimmy Fairly, on peut parler du style français. Et c'est pas réservé qu'aux startups, parce que ça effectivement c'est des écosystèmes startups. Il y a aussi des stratégies pour des grands groupes comme Baume et Mercier, qui est de l'horlogerie haut de gamme, qui ont créé leur propre DNVB, donc une filiale, qui ont créé Baume et qui est de la personnalisation de montres premium à des prix plutôt abordables. Merci Vadim pour ce teasing. Erwan, tu as le mot de la fin. Si c'est qu'un mot, moi je serais plus cash que tout ça. Je pense qu'à un moment donné, la fin de l'histoire, elle sera certainement dans l'intégration. Je pense que c'est le bout du bout, c'est que le e-commerce et les GAFA ne feront certainement plus qu'un à un moment ou à un autre, sans dire que Google ou Facebook va racheter cette partie-là. C'est que ça sera tellement important et tellement finalement au cœur de ce que fait l'e-commerçant qu'ils seront carrément intégrés, certainement avec des équipes de ses propres GAFA qui seront directement in situ chez le e-commerçant. C'est vers là qu'on va. On en parle peu, mais le vocal va disrupter beaucoup de choses. Et le vocal, il est tenu par qui? Il est tenu encore une fois par les GAFA qui ont beaucoup d'avance sur le sujet. Merci, tu fais un deuxième teasing puisque nous allons faire du voice commerce. On va évoquer ce sujet-là. Et je pense que, entre guillemets, la messe est dite sur le sujet. Le but est justement, plutôt que de lutter vraiment contre cette intégration et à se dire tout le temps que le GAFA ne peut apporter que des choses négatives, le but est surtout de comprendre comment le GAFA fonctionne et comment on peut en tirer le meilleur parti. Lutter pour lutter, c'est compliqué. Il existe peu d'alternatives, il en existe certains sur certaines verticales bien précises. Et donc, je pense que l'enjeu principal est de savoir comment intégrer et comment ne pas se faire désintégrer. Eh bien, c'est sur cette phrase choc, comment ne pas se faire désintégrer, que nous allons nous quitter. En tout cas, je vous remercie pour votre participation à ces premières sessions d'enregistrement de The E-Commerce Society. Donc, vous faites partie des parrains et marraines de cette émission. Et donc, je vous en remercie et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Ainsi s'achève ce débat sur la possible dépendance du e-commerce vis-à-vis des GAFA. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Il est aujourd'hui inconcevable pour le développement d'un site e-commerce de faire l'impasse sur les plateformes publicitaires proposées par les GAFA. 2. Il existe une équité algorithmique entre les grands acteurs et les petits acteurs du e-commerce. La différence de traitement se fera en matière de services proposés, notamment en fonction des investissements effectués par les e-commerçants. 3. Parmi les principaux atouts pour lesquels les GAFA sont incontournables, il y a la géolocalisation, le drive to store, le branding.
Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme, traduction et sous-titrage par Uptown.